Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Vous le savez, chaque semaine, je vous le répète, vous êtes le gage de notre succès. Alors je compte sur vous pour partager cette émission, pour cliquer sur le pouce en l'air évidemment, et puis laisser vos commentaires que je m'astreins à lire et j'essaie même d'y répondre au maximum. Alors cette semaine, nous sommes à peu près à 8 mois, jour pour jour, du début du conflit en Ukraine. Nous allons donc faire un point militaire. On vous parle de déroute, de défaite, de recul. Qu'en est-il vraiment sur le terrain? On va essayer de démêler le vrai du faux tout de suite. Et à mes côtés, pour ce nouveau Samedi Politique, Sylvain Ferreira. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour vous présenter, puisque vous êtes un nouveau sur TV Liberté, mais certainement ce ne sera pas la dernière fois, du moins espérons-le. J'espère. Vous êtes journaliste, enseignant, mais surtout historien militaire. C'est surtout à cela, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Vous publiez régulièrement dans la revue Front Populaire, mais aussi sur le blog Vue du Droit de notre ami Régis de Castelnau, qui vous a conduit jusqu'à moi, on peut le dire aux téléspectateurs qui seront dans le secret. Tout à fait. Votre dernier ouvrage, celui dont nous allons beaucoup parler lors de cette émission, La bataille de Mariupol, 25 février, 20 mai 2022, est paru tout récemment aux éditions Caractère Presse et Éditions. Évidemment, les téléspectateurs le savent, vous pouvez faire l'acquisition de ce petit livre sur la boutique officielle de TV Liberté, sur tvl.fr. Alors pour commencer, Sylvain Ferreira, revenons au 24 février dernier. La Russie déclenche, je cite, l'opération militaire spéciale avec des objectifs annoncés: aider les deux républiques autonomistes du Donbass, à savoir Donetsk et Lugansk. À l'époque, de nombreux commentateurs se perdent déjà en conjoncture sur les objectifs précis de la Russie. Pour vous, quels étaient-ils à l'époque ? On va dire que ce que Vladimir Poutine avait annoncé dans son discours au matin de cette opération spéciale semblait d'actualité, hein, la dénazification de l'Ukraine, la démilitarisation de l'Ukraine, et puis le maintien des deux républiques dans une sécurité, hein, puisque ça faisait quelques jours qu'elles étaient attaquées à nouveau par l'armée ukrainienne, et puis bien évidemment la sanctuarisation de la Crimée, hein, puisque à l'époque c'était aussi un des problèmes qui se posaient entre l'Ukraine et la Russie. Pour vous, est-ce que ces objectifs ont évolué au fil de ces 8 mois de conflit ? Alors, je pense que sur le plan territorial, certains ont pu évoluer. Maintenant, il est difficile de dire vers quoi, parce qu'à l'heure actuelle, les Russes sont dans ce que moi j'appelle un petit peu, en rigolant, une espèce de bonneteau stratégique dans lequel il est très compliqué de se retrouver sur leurs objectifs pour demain. Il est clair qu'ils ont maintenant sanctuarisé définitivement les deux oblasts de Lugansk et de Donetsk en les intégrant à la Fédération Russie. Idem pour deux oblasts qui n'étaient pas au départ concernés, hein, Zaporijia. On l'a vu d'ailleurs récemment en prononçant la loi martiale comme s'il faisait partie de la Fédération de Russie. Hein. C'est ça. Alors c'est pas en prononçant la loi martiale, c'est en adaptant la loi martiale aux règles de la Russie, parce qu'elle était déjà en vigueur dans les deux républiques. Bien sûr. Elle a juste été transformée en droit russe, puisque maintenant ce sont des territoires russes. Alors concrètement, les journalistes nous abreuvent chaque jour du recul des troupes russes, de défaite des troupes russes, de déconvenues pour Vladimir Poutine. Qu'en est-il réellement? Est-ce que sur le terrain, c'est vraiment ce que l'on perçoit? Est-ce qu'ils perdent du terrain? Est-ce que cette perte de terrain est significative et veut dire que l'armée est en déroute? Comment démêler le vrai du faux? Alors, il y a eu un repli important et symboliquement très fort dans le secteur d'Izium-Kharkov, donc courant septembre, où effectivement l'armée ukrainienne a réussi à repousser une armée russe qui, là, contrairement à ce qu'on nous a dit, n'a pas été battue à plat de couture ou n'a pas été mise en déroute, mais s'est repliée dans un ordre assez correct et assez imposant par rapport aux forces qui étaient déployées sur une nouvelle ligne de défense. Et depuis qu'elle est sur cette nouvelle ligne de défense, maintenant, ça fait presque 4 semaines, il n'y a plus eu d'avancée significative, sinon l'abandon de la ville de Liman, qui là a posé, semble-t-il, quelques problèmes en interne à l'armée russe, parce que ça n'était pas prévu comme ça. Est-ce que, parce que pour bien situer, on va mettre des cartes au fur et à mesure pour les téléspectateurs, mais vous me parliez de Kharkiv ou Kharkov selon la prononciation. Finalement, c'est le Donbass augmenté, j'allais dire, un peu vers l'ouest. C'est ça.
Est-ce que, selon vous, les Russes comptaient annexer aussi cette partie du territoire comme étant partie du Donbass? Ça n'a jamais été dans les plans russes au départ. Hein. C'était important d'être dans ce secteur-là parce que depuis Izium, on pouvait descendre vers le sud pour libérer notamment les deux grands môles défensifs de Slaviansk et Kramatorsk. C'était ça l'objectif de cette prise de terrain. Mais il n'y avait alors absolument à aucun moment la volonté d'annexer un territoire dans ce secteur-là. Là, pour les Russes, c'était vraiment une commodité militaire et stratégique, mais pas un objectif politique. Alors, on se rappelle quand même que très rapidement, si les Russes annonçaient leur volonté de protéger, pour faire simple, les populations russophones du Donbass, on se rappelle quand même qu'il y a eu des offensives sur d'autres villes, y compris la capitale Kiev à l'époque. On se rappelle que le secrétaire de l'ONU, Guterres, était en visite à Kiev et il y a eu des bombardements pendant ce moment-là. Quel était l'objectif de cela ? Alors, selon moi, l'opération autour de Kiev, c'est une double opération qui s'inspire de ce que les Soviétiques ont fait en Afghanistan en 1979. C'est-à-dire, c'est la répétition de ce que les Russes ont appelé l'opération Storm 333, qui visait à décapiter le régime afghan et qui, donc là, était remise à jour pour décapiter le régime de Kiev, non pas avec les mêmes méthodes, hein, puisqu'en Afghanistan, il s'agissait de les liquider physiquement, mais là, de leur mettre la pression pour les faire respecter, leur faire respecter, les accords de Minsk, tout simplement. Il était encore temps à ce moment-là de négocier sur les accords de Minsk, que la Russie n'avait pas déjà tiré un trait sur cette possibilité? Non, je pense que l'objectif était vraiment celui-là, c'est-à-dire de neutraliser le président Zelensky et son gouvernement et de les contraindre à appliquer, alors certes avec un fusil sur la tempe, faut être clair, mais c'était vraiment l'objectif que recherchaient les Russes, parce que quand on voit le déploiement des groupes, les fameux groupes tactiques bataillonnaires russes, on se rend compte que les 2/3 d'entre eux n'ont pas été engagés vers la capitale Kiev, mais vers le Donbass et vers le nord de la Crimée, hein, vers les oblasts de Kherson et Zaporozhye, et pas du tout pour prendre Kiev. On est à peine à 1/3 des forces, alors que c'est la plus grosse agglomération du pays, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la dimension des forces par rapport à l'objectif. Moi, je pense que c'était vraiment l'idée de neutraliser le pouvoir politique, de le contraindre à la table des négociations, et contrairement à ce qu'on a pu nous dire, ça a réussi. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, les négociations qui avaient lieu en Biélorussie étaient sur le point d'aboutir. Or, le 7 mars, un des négociateurs ukrainiens, Denis Kyriev, a été liquidé par le SBU parce que trop favorable à cette issue diplomatique. Et on comprend... Et considéré pro-russe. Et considéré bien sûr comme pro-russe. Hein, et on comprend aussi qu'à chaque fois que les négociations depuis ont été plus ou moins remises au goût du jour, par le biais notamment de la Turquie, voire même au départ par Israël, on se rend compte qu'à chaque fois, notamment le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, débarque dans les 48 heures qui suivent à Kiev pour réexprimer au président Zelensky la nécessité qu'il a de continuer à se battre, 3 points de suspension, jusqu'au dernier Ukrainien. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des forces actuelles qui combattent l'une contre l'autre, c'est-à-dire du côté ukrainien et du côté russe? Qui fait quoi? Quels sont les acteurs? Alors évidemment, du côté russe, il y a plus de Russes que d'étrangers, mais on a le sentiment que du côté ukrainien, c'est plus complexe. Alors aujourd'hui, numériquement, l'armée ukrainienne a réussi quelque chose qui m'a surpris et qui vraiment, là, j'ai été bluffé au cours de cet été par la réorganisation et surtout par la mise à niveau de toutes les vagues de mobilisation qui ont touché la population ukrainienne au printemps. Hein, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont levé 7 vagues de mobilisation jusqu'à l'été et ils ont été capables de les former aux standards de l'OTAN avec un équipement moderne mais disparate, c'est-à-dire... Pour qu'on comprenne bien, pardon, mais pour les jeunes générations, c'est tout simplement que les hommes vont se battre. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais simplement, ils ne vont pas se battre sans qu'on les forme. D'ailleurs, on note qu'il n'y a pas de parité là. Pour Sandrine Rousseau, non, parce qu'on a constaté qu'il y avait eu une possibilité qui avait été offerte aux jeunes femmes quand même. On leur a dit que si elles se portaient volontaires, elles pouvaient intégrer, parce qu'il y avait un grand manque d'hommes. Hein. Il faut comprendre qu'à la fin du printemps, en effectif, pas forcément en personnalité, mais en effectif, ce qui était l'armée ukrainienne au mois de février a probablement été mis hors de combat par l'ensemble des opérations militaires. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 150 à 200 000 hommes qui ont été mis hors de combat
combat à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que tous les hommes qui étaient engagés le premier jour sont tués ou blessés, mais ça veut dire qu'un équivalent de perte représente ce que l'armée ukrainienne avait déployé au départ. Donc ils ont réussi quelque chose qui est formidable, qui m'a surpris, de remettre une armée à jour et d'avoir vraisemblablement de nouveau 300 000 combattants de première ligne capables de mener des opérations complexes. Alors pas capables tout seuls, hein, parce que bien évidemment l'OTAN a joué un rôle déterminant à la fois dans l'instruction, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne. Hein. Aujourd'hui, on apprend que la France veut s'en mêler également. Peut-être aussi les États-Unis dans certains domaines très particuliers comme le fonctionnement des HIMARS. Et puis surtout, l'OTAN a apporté à ces 300 000 hommes une capacité en ce qui concerne tout ce qui est communication, renseignement, détection par satellite qui est absolument prodigieuse. Et puis, en termes de coordination de communication, pour lancer les fameuses offensives auxquelles on a assisté à Kherson d'abord fin août et puis ensuite dans le secteur de Kharkov-Izium qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà ce qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, ces forces-là, je pense qu'il reste environ 240 000 combattants qui sont aptes à se battre, hein, qui sont répartis à peu près par groupe de 70 000 sur le front de Kherson, sur le front du Donbass et sur le front de Kupiansk aujourd'hui au nord. Et face à eux, on n'avait plus que 150 à 180 000 Russes et alliés. C'est-à-dire que les Russes étaient partis donc déjà en infériorité numérique au début de l'opération spéciale, et là ils l'étaient encore plus. Ce qui semble expliquer pourquoi ils ont préféré reculer sur Kharkov-Izium plutôt que de résister vaille que vaille et de prendre le risque d'être encerclés, de voir des forces détruites. Et puis, il y a eu la mobilisation partielle, il y a un mois. Et là, on sait que depuis cette mobilisation partielle, l'effectif russe est déjà remonté de 100 000 hommes qui sont formés, instruits et qui sont capables de mener au moins des opérations défensives immédiatement. Et dans un mois, les 300 000 qui ont été mobilisés seront au même niveau, ce qui va rééquilibrer l'aspect numérique, mais qui restera toujours favorable aux Russes en termes d'appui-feu, en termes de matériel, parce que l'artillerie russe est à 5 contre 1 contre l'artillerie ukrainienne. L'aviation qui finira par revenir au-dessus du champ de bataille est largement supérieure, etc. Donc il y aura peut-être une petite supériorité numérique pour les Russes, mais il y aura une immense supériorité de moyens qui restera en faveur des Russes. En faveur des Russes? Ah oui, en faveur des Russes, oui. Ah oui, oui. Si on revient à ce que vous m'avez dit sur, sur le camp ukrainien, donc vous m'avez dit beaucoup d'apports otaniens, beaucoup d'apports occidentaux finalement, ah oui, oui, oui. En termes de technique, de matériel, de formateurs. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des hommes sur place? Alors, les hommes qui sont sur place sont probablement des hommes des services spéciaux, qui aident justement à la manipulation de tous les instruments de reconnaissance satellitaire, éventuellement au brouillage de communication ou à la désignation des cibles pour l'artillerie. Donc ça, c'est des effectifs de forces spéciales. On a entendu parler de notre côté qu'il y avait des agents du service action de la DGSE qui seraient parmi ces gens-là. Et après, on a des contingents qui ne sont pas labellisés OTAN, qui sont des mercenaires issus des pays de l'OTAN, beaucoup de Polonais, des Britanniques, des Canadiens, qui, eux, font partie de la Légion internationale. Alors, bon, on les a vus à Izium, hein, ils se sont pris en photo, ils parlent américain, ils parlent anglais, ils parlent, j'imagine, très mal l'ukrainien, ils doivent en avoir que quelques bases. Et eux ont servi de fer de lance aux opérations offensives, parce qu'ils ont un savoir-faire particulier pour pénétrer dans la profondeur assez rapidement avec des pick-up ou ce genre de choses. Et c'est à ça qu'ils ont principalement servi dans les opérations offensives du côté d'Izium. Depuis, on ne les a pas revus plus particulièrement, notamment par rapport aux prisonniers qui ont été faits dans le secteur de Kherson. Mais ils sont toujours présents et on pense qu'ils sont entre 2 et 4 000. Hein, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres précis. Et ce sont un peu sur le modèle de ce qu'ont fait certains soldats russes en 2014-2015 quand ils voyaient que la Russie ne venait pas en aide aux républiques du Donbass. On a eu plein de soldats russes qui ont pris soit sur leur jour de permission, soit carrément qui ont démissionné de l'armée russe pour aller dans les milices populaires du Donbass. Et là, on a probablement des soldats d'actifs ou qui venaient de finir leur contrat dans les armées de l'OTAN qui ont dit, bon bah maintenant, en plus j'ai une formation, j'ai un savoir-faire, je vais le mettre au service de l'Ukraine. Toute dernière question sur ce point-là. Du côté ukrainien comme du côté russe, les hommes font toujours des services militaires, c'est-à-dire qu'ils sont un peu familiarisés avec la guerre avant la guerre ou pas?
Ah oui, c'est la grande particularité de ces deux nations, c'est qu'elles ont, elles, encore un service militaire qui est en place. Et là, les Russes, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont été mobilisés donc, sont des réservistes. Donc ce sont tous des gens qui ont déjà fait leur service militaire, des fois qui ont fait plus. Certains sont des gens qui ont participé à des opérations extérieures, notamment en Syrie, voire pour les plus anciens en Ossétie du Sud et Géorgie en 2008. Et ce sont des gens qui donc, c'est pour ça que là on en a peut-être déjà 100 000 qui sont aptes à remonter au front en opération défensive, parce que certains ont peut-être quitté leur service militaire au mois de février à la veille de l'opération spéciale. Ils sont juste sur une remise à jour de tout ce que l'opération spéciale a enseigné sur le plan, qui est le plan le plus faible de l'armée russe, qui est la tactique immédiate des groupes de combat ou ce genre de choses. Où là on voit aujourd'hui sur les images que nous propose la propagande russe, on voit qu'il y a un gros travail qui est fait sur les carences qu'on avait constatées au début de l'opération spéciale dans l'armée russe. Alors côté ukrainien, on parle souvent des bataillons Azov, les fameux bataillons Azov, qu'on appelle les régiments Azov aussi. Qu'en est-il de ces milices, quelque part, ukrainiennes, qui ne dépendent pas directement de l'État ? Alors, la nébuleuse Azov a pris un coup très dur à Mariupol, parce que c'était un de ses fiefs. Elle avait engagé un nombre assez important de ses unités du régiment Azov lui-même, qui était à l'intérieur de la garde nationale ukrainienne. On a du mal à quantifier exactement les pertes parce que justement, des éléments de cette garde nationale, on ne sait pas combien ont pu être mobilisés au moment du déclenchement de l'opération spéciale. Ça a été un coup très dur. Il y a eu quelques coups très durs cet été pour l'autre unité emblématique qui est Kraken, qui elle opérait dans le secteur de Kharkov, mais avec des pertes quand même beaucoup moins importantes que celles d'Azov. On ne sait pas aujourd'hui ce qui reste de la structure initiale. On sait qu'elle est toujours présente, qu'il reste un bataillon qui est très important avec lequel Bernard-Henri Lévy entretient des rapports qui sont assez particuliers, qui est le bataillon Haïdar à Odessa, dont le chef du bataillon Haïdar est le gouverneur aujourd'hui de la région d'Odessa. Donc quand on voit M. Bernard-Henri Lévy se pavaner dans les rues d'Odessa avec lui, on est un peu surpris, puisque le bataillon Haïdar est connu pour son antisémitisme notoire. Ça fait un peu tâche sur les photos. Bernard-Henri Lévy peut faire preuve de tolérance. Oui, alors là, oui, d'une très grande tolérance, oui, pour le moins. Oui, là, effectivement, oui, c'est d'une originalité assez exceptionnelle, il faut le reconnaître. Voilà, donc on a du mal à mesurer aujourd'hui ce qu'il reste et l'influence réelle qu'ils peuvent encore avoir au sein de l'appareil militaire ou en arrière de l'appareil militaire ukrainien. Alors, on a le sentiment quand même que du côté ukrainien, les combattants sont assez disparates. Il y a beaucoup de forces, de pays, de compétences qui s'agrègent. Du coup, qui dirige ? Alors aujourd'hui, il faut reconnaître que le chef d'état-major ukrainien, le général Zaloujny, est une personnalité assez atypique parce que déjà, il a été formé à l'époque soviétique. Il connaît le général Gerasimov, qui est réputé comme étant le père de la doctrine militaire russe, moderne. C'est un honneur qu'on lui fait, mais qui n'est pas vraiment avéré. Mais donc, il connaît très bien l'armée russe. Le général Zaloujny, il en connaît très bien les méthodes. Donc, c'est quelqu'un qui est très compétent et vraisemblablement, depuis cet été, l'armée a repris son rôle sur le pouvoir politique. Parce que jusqu'à l'été, on a eu l'impression que le président Zelensky se conduisait un peu comme Joseph Staline en 41-42, c'est-à-dire qu'il faisait faire n'importe quoi à des fins politiques à l'armée ukrainienne, quitte à ce que ça lui coûte très cher en hommes, en villes perdues. Ça a été le cas avec Severodonetsk et Lysychansk, et qu'il était en conflit permanent et frontal avec son chef d'état-major et avec l'armée. Depuis la fin de l'été, on a l'impression que Zaloujny a repris le dessus et que l'armée ukrainienne, bien encadrée et bien aidée par l'OTAN au niveau technique, arrive à développer les choses comme elle le veut. Là, ça semble un petit peu craquer ces dernières semaines avec la répétition des assauts qui pour le moment ont l'air inutiles dans la région de Kherson. C'est-à-dire que là, ça fait 2 fois en 5 jours qu'on a eu des attaques complètement infructueuses dans cette région, qui ont coûté à peu près 400 hommes tués et blessés aux Ukrainiens, plusieurs dizaines de chars, et on comprend pas très bien, à part servir l'aspect médiatique pour dire on entretient encore l'offensive, on est encore au combat, militairement on a encore du mal à distinguer l'intérêt de ce genre d'attaque. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à ce livre quand même que vous nous présentez, La bataille de Mariupol, que vous pouvez donc acheter tout de suite sur le site de TV Liberté. Alors rapidement, petite précision pour la ville, c'est donc tout en bas du Donbass, au bord de la mer d'Azov. Donc c'est une ville stratégique.
Ah oui, c'est le plus grand port de la mer d'Azov, le port céréalier, port industriel. Hein, c'est une ville donc, qui a ce complexe industriel monumental hérité de l'époque soviétique qui est Azovstal, hein, dans lequel on découvre à mesure que la bataille va avoir lieu qu'on a des infrastructures datant de la guerre froide en termes d'abris anti-atomiques qui peuvent accueillir jusqu'à 40 000 personnes, c'est-à-dire tous les ouvriers qu'il y avait dans l'usine à l'époque soviétique, pour les protéger parce que effectivement, on connaît le poids de la Syrie et de l'acier dans l'industrie soviétique des années 50 et 60, et donc il fallait protéger ces gens-là, et donc ces souterrains, ces abris vont devenir un enjeu de la bataille à la fin de la bataille. Alors vous nous l'avez dit déjà tout à l'heure un petit peu, mais quelles étaient les forces engagées? Bon, évidemment les forces ukrainiennes contre les forces russes, mais vous avez dit que Azov, par exemple, était très présent. Ah oui, Azov représente, je pense, parce qu'il y a encore des difficultés à bien saisir l'effectif au chiffre près. Les Russes disent qu'il y avait à peu près 8500 défenseurs. Je pense qu'il devait y avoir presque 40% des forces ukrainiennes qui étaient soit d'Azov même, soit qui relevaient du commandement d'Azov. Et surtout, l'ensemble de la garnison relevait du commandement d'Azov. Hein. C'est-à-dire qu'on avait voulu donner aux chefs locaux un pouvoir plus que militaire, mais aussi politique et symbolique sur la garnison. Et à côté, l'autre grande force qui va jouer un rôle déterminant et qui a été oublié par les propagandistes de ce côté-ci du monde de manière un peu abjecte à mes yeux, c'est les fusiliers marins ukrainiens, hein, donc les Marines, comme on dirait aux États-Unis, ou les troupes de marine en France, qui vont être le vrai noyau de la défense de la ville. Et un noyau très efficace et qui va être très dur à casser et qui en plus vont se retrouver, ça on le découvre en travaillant sur cette question, qui vont se retrouver probablement face à d'anciens camarades de combat. Parce qu'en face d'eux, ils vont avoir une autre brigade de Marines russe, la 810e brigade de Marine de la Garde. Et dans ces éléments-là, on a des soldats qui étaient issus du Donbass, qui ont préféré faire allégeance à la Russie en 2014 et qui sont restés dans les rangs de cette unité en préférant servir la Russie à l'Ukraine. Donc il y a quelques probabilités, je l'imagine, qu'on a vu des hommes sous deux drapeaux différents, mais qui avaient dû se côtoyer à l'époque de l'Ukraine d'avant 2014, s'affronter dans cette bataille absolument titanesque. Une belle illustration du combat fratricide. Ah, on est en plein dans l'illustration que cette guerre est d'abord une guerre civile, oui, ça c'est évident. Donc ces deux grandes unités côté ukrainien, la 810e brigade de marine russe, et puis des éléments de l'armée de la République populaire de Donetsk, hein, qui vont aussi apporter donc un contingent très important de combattants. Une autre unité emblématique qui n'a pas été choisie par hasard côté russe, la 150e division de fusiliers motorisés, qui est la division qui a libéré Berlin en 1945. Hein, donc là, on ne la fait pas rentrer là par hasard. On est en plein dans la symbolique de la dénazification de l'Ukraine. Hein, la ville, c'est le symbole des nazis d'Azov. On va leur envoyer le symbole de la dénazification de 1945. Voilà. Et puis un invité en cours de combat, qui là va surprendre beaucoup, qui va avoir un rôle très important en termes de communication pour le pouvoir russe, c'est les Tchétchènes de la garde nationale, hein, de la Roxvardia, qui eux, alors on va les traiter en Occident de TikTok Warriors, etc., parce qu'ils font beaucoup de vidéos, sauf que ce que les gens ici n'ont pas voulu comprendre, c'est que ces vidéos, elles sont à la destination déjà de l'immense communauté musulmane qui est en Russie et qui a de très bons rapports avec le pouvoir russe, et puis à l'égard de l'ensemble du monde musulman. Hein, c'est-à-dire que là, on va avoir une communication pour montrer de quel côté sont les musulmans par rapport à ce problème de la dénazification, par rapport à l'aide aux populations, parce que la garde nationale en Russie sert dans les situations de catastrophe, de crise. Donc c'est des combattants, on le voit sur leurs vidéos, hein, il y en a à foison sur leur chaîne Telegram à l'époque. Ils vont à la fois combattre en milieu urbain où ils ont une expertise depuis Grozny, et puis en même temps on va les voir apporter de la nourriture, de l'eau, évacuer les populations, et on va avoir cette scène absolument folle dans toutes les vidéos qu'ils font, où on a la babouchka typique russe qui témoigne et qui dit « Quand je les ai entendus crier Allahu Akbar, je me suis signé parce que j'ai su que j'étais sauvé ».
Alors là, en termes de symboles pour nous occidentaux, ça fait bugger, comme on dit. Oui, voilà, il y a quelque chose qui nous échappe complètement, mais qui, dans le monde russe, a une résonance monumentale. Hein, c'est ça qu'il faudrait peut-être, au lieu de sans arrêt être là à dire les Russes sont ceci, les Russes sont cela, il faudrait peut-être s'intéresser à tous ces symboles et tous ces mécanismes symboliques pour comprendre à qui ils s'adressent et leur efficacité, parce qu'ils ont été très efficaces. Alors, une particularité que vous avez déjà rapidement évoquée, c'est la question du combat urbain, parce que Marioupol, c'est aussi le symbole du combat urbain. Tout à fait. Quelles sont les particularités, justement, d'un combat urbain ? Alors c'est le combat le plus difficile au niveau militaire, hein, c'est de tout temps, hein, c'est-à-dire que même à l'époque antique, quand il fallait faire des sièges, c'était toujours très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'une bataille en race campagne. Et vous précisez qu'à Marioupol, il reste à peu près 400 000 civils. Oui, c'est ça à peu près. Alors après, on ne sait pas combien ont été tués, on ne sait pas combien ont fini par être évacués. Là, tout le monde a joué avec les chiffres, sa guerre de propagande. Donc, je ne me suis pas aventuré. J'ai avancé les chiffres que les sources citaient, mais je ne me suis pas aventuré à dire ça c'est vrai, ça c'est faux, parce que c'est à mes confrères plus tard de faire le travail. Non, simplement, ce qu'on sait en termes militaires, c'est que pour attaquer une ville de ce niveau-là, défendue donc par 8500, peut-être 10 000 hommes maximum, il aurait fallu que les Russes attaquent avec environ 50 000 hommes. Or, 5 fois plus à peu près. Voilà, c'est du 5 contre 1. On sait qu'on n'y est jamais arrivé dans l'histoire, donc on est au mieux à des 2,5 contre 1, 3 contre 1. Là, les Russes sont arrivés à presque 1 contre 1, avec l'ensemble de leurs forces, russes, alliés, forces de la République de Donetsk. Voilà, à peu près 10 000 combattants, 11 000, ça dépend des sources. Et ils vont réussir à prendre cette ville dans un temps record par rapport à ce rapport de force, et par rapport à l'opiniâtreté de la défense, parce que j'insiste, la façon dont les marines ukrainiens se sont défendus, c'est absolument remarquable. Ils avaient des moyens qui étaient assez limités, notamment en artillerie ou en chars, ils en avaient quelques-uns. Oui, on imagine que très rapidement, pour acheminer les armes, c'était plus possible en plus. Ah oui, la ville est complètement encerclée au bout de 3 jours, donc c'est absolument impossible. Mais il faut remarquer que certains équipages d'hélicoptères ukrainiens vont aussi faire preuve d'un courage absolument exceptionnel, parce qu'on a vu des vidéos. Alors il y a eu les histoires d'évacuation éventuelle d'officiers de l'OTAN qui étaient auprès des forces ukrainiennes, etc. Bon, tout ça n'a jamais été prouvé. Par contre, on en a vu qui apportaient du matériel et qui essayaient d'évacuer les blessés sous le feu russe. Ça a été assez, ça a été des vidéos rares, mais qui nous montrent que des types ont quand même essayé d'aller aider leurs camarades de combat et d'apporter ce qu'ils pouvaient en armes légères, en munitions ou ce genre de choses. Mais très vite, effectivement, ils vont se retrouver encerclés. Alors on sait qu'ils avaient quand même des stocks, parce que c'était une ville qui permettait de caserner une partie des unités, donc il y avait ce qu'il fallait pour entretenir un certain nombre de jours de combat, mais effectivement ils seront plus ravitaillés assez vite. À partir de la mi-mars, ils se battent avec leurs propres moyens, quoi. Alors très rapidement, finalement, l'usine Azovstal sert de zone de repli pour le camp ukrainien. C'est ça. On nous prédit alors en Occident une véritable boucherie où les Russes vont presque les fusiller un par un à la sortie. Et il y a très peu de temps, on a eu le témoignage d'un prisonnier qui a été libéré, qui a été interrogé par un journaliste de LCI. Donc je vous propose qu'on l'écoute. Très court. La seule chose que je sais, c'est que 70% des habitants de Marioupol soutenaient les Russes. Vous en pensez quoi de ce témoignage, Christian Magrelis ? Mais ça détruit pas mal d'idées préconçues. Le fait qu'ils disent que 70% des habitants de Marioupol soutenaient les Russes, c'est quand même impressionnant. « 70% des habitants de Marioupol soutenaient les troupes russes. » Qu'est-ce que ça vous évoque quand on entend ça ? La bouche d'un soldat ukrainien. Ça m'évoque que ce soldat ukrainien ne fait que refléter ce qui existait déjà en 2014. C'est-à-dire qu'en 2014, au moment du Maïdan, on a une ville qui va se soulever en faveur des autonomistes. Il va y avoir une espèce de petit gouvernement local qui va essayer de se mettre en place, qui va essayer de prendre langue avec les autorités de Donetsk. Bon, ça va pas fonctionner.
Le régiment, qui est à l'époque qu'un bataillon Azov, va faire ses premières armes dans la ville pour la reprendre. Hein, ça ne va pas durer très longtemps, il y aura une dizaine de morts. Et on se doute que la population, du jour au lendemain, n'a pas viré sa cutie et que ce n'est pas les 8 ans qui se sont écoulés qui ont changé le cœur des gens. D'autant que, vraisemblablement, on a des gens qui ont fui la ville pour se retrouver de l'autre côté des lignes, à commencer probablement par des combattants qui sont venus libérer et qui se sont retrouvés à devoir libérer les immeubles dans lesquels vivaient leurs familles, leurs amis, des connaissances, etc. Il ne faut pas perdre cette notion-là de vue, parce que même s'il y a eu des destructions, hein, la ville a probablement été détruite à environ 70-75%, venir dire que les... Il y a des images d'ailleurs, hein, c'est important de le dire, il y a oui. des cartes et il y a aussi des photographies de la ville. Hein, voilà, donc, pour montrer un peu l'ampleur de ce que ça a été. On ne peut pas dire que les soldats soient venus avec la volonté de tirer sur tout ce qui bouge, que ce soit civil ou soldats ukrainiens. C'est absolument pas possible d'entendre ça, quoi. Alors justement, ça c'est une vraie question, parce que vous évoquez dans votre livre le fait qu'on a déjà connu des combats urbains, vous parlez de Sarajevo, vous parlez aussi de Mossoul et d'Alep. Si vous deviez placer Mariupol dans tout cela, quelles sont les différences de mode opératoire, quelles sont les différences d'armes, de fonctionnement? Qu'est-ce qui saute aux yeux en fait quand on compare tout cela? Ce qui saute aux yeux, moi je la compare surtout à Mossoul, puisque c'est l'expérience la plus récente du côté occidental. D'abord, on est, comme pour Mossoul, dans une coalition. C'est-à-dire qu'il y a des forces russes, il y a des forces tchétchènes et il y a des forces de la République du Donetsk. Hein. Donc à Mossoul, il y avait des forces américaines, iraniennes, kurdes, etc. Donc il y a déjà cette notion-là. De l'autre côté, on a des combattants fanatiques. Hein. Les gens d'Azov, de l'autre côté à Mossoul, Daesh, on a des gens qui veulent mourir les armes à la main. Bon, voilà. Et puis on a une agglomération qui s'étend sur plusieurs kilomètres carrés. Alors à Mossoul, il n'y avait pas de secteur industriel comme Azov, mais il y avait quand même de quoi faire durer le plaisir du côté djihadiste pour contraindre la coalition à une grande prudence qu'elle n'a pas eue, puisqu'elle a détruit elle aussi 70% de la ville. Et que là, pour ce résultat-là, la coalition menée par les États-Unis a mobilisé plus de 100 000 hommes contre 10 000 djihadistes. Et a mis donc 1 contre 10. Ça, 1 contre 10. Là, on était à 2 fois ce qui est recommandé dans l'histoire. Hein, et on avait une bataille qui, donc, du coup, dure 10 mois. Là, on a une bataille à 1 contre 1 qui va durer 2 mois et demi, 3 mois si on inclut la reddition des gens qui étaient dans Azovstal, mais où il n'y a pas eu de combat de haute intensité. Donc, ce qu'on va retenir... Et en termes de pertes civiles, est-ce qu'on a des chiffres pour Mossoul ? Alors, pour Mossoul, il y a une bataille, pareil, autour des chiffres. Hein. On ne sait pas exactement combien il y en a, parce qu'on ne sait pas... C'est pareil, il fallait distinguer qui était pro-djihadiste, qui ne l'était pas, qui a été tué par les djihadistes ou par les bombes de la coalition. Donc, il y a des estimations qui sont très basses, qui vous disent qu'il n'y a eu que 2000 morts parmi les civils. Il y en a d'autres qui disent que ça va jusqu'à 10 000. Et là, pour Mariupol, on est à peu près dans le même problème. Il y a des gens qui vous disent que ça a été, comme les Ukrainiens l'ont dit eux-mêmes, le maire adjoint de Mariupol, de mémoire, qu'il y en avait plus de 20 000. Et puis les sources officielles consultables aujourd'hui n'en ont répertorié, j'insiste bien sur le mot répertorié, qu'environ 2800. Donc je pense qu'il y a un delta entre les deux et que malheureusement on arrivera à déterminer qu'on est plutôt entre 10 et 15 000 morts à la fin pour les civils, malheureusement. Alors vous avez évoqué la question des bombes. Est-ce qu'il y a eu des bombes lancées sur Mariupol ? Alors, l'aviation russe n'a pas été très engagée sur Mariupol au départ. Hein. C'est surtout l'artillerie qui a fait le gros du travail. Il faut aussi insister sur le fait que les Ukrainiens avaient de l'artillerie et qu'ils l'ont utilisée eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ont pu eux aussi faire des victimes collatérales en faisant des bombardements. Hein. On a des prisonniers... oui, c'est pas parce qu'on est Ukrainien qu'on ne peut pas tuer d'autres Ukrainiens. Oui. Voilà, et puis de toute façon, il faut résumer les choses très clairement. La guerre en ville, tant qu'il y a des civils, il y aura automatiquement des dommages collatéraux que certains ensuite instrumentaliseront pour parler de crimes de guerre. L'aviation russe, elle est surtout intervenue dans la phase de siège d'Azovstal et de manière très très spectaculaire, parce que là, on n'était pas avec des avions d'attaque au sol, Sukhoi 25, etc. Là, on a sorti des bombardiers Tupolev qui ont lancé des bombes de 500 kilos sur Azovstal pour détruire le parc blindé que l'armée ukrainienne avait dissimulé dans l'usine. C'était pas du travail de chirurgien. Non, pas du tout. Là, pas du tout. Et ça a vraisemblablement détruit l'ensemble du matériel. Par contre, savoir combien il y a eu de morts ou combattants ou civils, aujourd'hui, on ne peut toujours pas le dire. Voilà.
Alors le 8 octobre dernier, on va quitter Mariupol, oui. On va partir en Crimée. Le pont de Kerch, donc dit pont de Crimée, oui. A été ciblé par un attentat. Il a été partiellement détruit, 2 voies sur 3. En quoi ce pont déjà était-il stratégique ? Alors il permet un passage hors de portée de toute artillerie ou drone, de toute la logistique des forces russes qui sont à Zaporojie et à Kherson, par le biais de la Crimée. C'est-à-dire qu'on peut faire passer les trains et éventuellement des camions, mais surtout des trains de matériel et de munitions, de vivres, etc., par le biais du pont ferroviaire, pour les acheminer en toute sécurité en Crimée, et puis ensuite les redispatcher vers Kherson, ou les redispatcher vers l'oblast de Zaporojie. Parce que quand on traverse le Don à Rostov-sur-le-Don et qu'on rentre dans l'oblast de Zaporojie, donc au nord de Mariupol, par Melitopol notamment, on peut être là à portée notamment des drones ukrainiens, voire de certaines munitions d'HIMARS. Donc c'est plus facile et plus sécure de passer par ce biais-là. Voilà. Vous avez déjà mentionné à plusieurs reprises Kherson. Aujourd'hui, Kherson, les Russes essaient d'évacuer les civils. Oui. Pour quelles raisons ? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont mises en avant par tous les observateurs. Personne n'arrive à faire le choix sur quelle est la bonne. Alors déjà, il reste plus que 60 000 habitants sur les 300 000 qu'il y avait au début de la... Souvent les personnes âgées qui ne veulent pas partir ? Là, enfin, dans les images que la télé russe a filmées hier, on voit des gens de tout âge. Voilà, il n'y a pas forcément que des personnes âgées. Il y a peut-être aussi des personnes qui étaient stratégiquement importantes pour faire fonctionner les hôpitaux ou ce genre de choses. Maintenant, donc, les hypothèses. La première, c'est que les Russes vont transformer la ville en forteresse pour résister à la dernière phase offensive ukrainienne. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est que les Ukrainiens visent le barrage hydroélectrique qui est en amont sur le Dniepr, et que si ce barrage explose, on va avoir une inondation colossale donc du Dniepr sur la région de Kherson jusqu'à la mer Noire. Et là, ce serait une catastrophe pour les populations. Le niveau de l'eau estimé, ce serait une augmentation de 5 mètres. Ah oui. Donc, faut imaginer que ça noirait une partie... c'est le réchauffement climatique... en version très accélérée. Voilà, donc on nous dit aussi, peut-être que les Russes évacuent les gens pour que si ce barrage cède, il n'y ait pas des morts parmi les civils, qu'on viendrait leur remettre, etc. Et puis, il y a une troisième option qui n'a pas été détaillée plus que ça, mais il y a certains observateurs qui disent que les Russes veulent se servir de la ville pour y abriter environ 150 000 hommes pour lancer leur contre-attaque pour prendre Nikolaïev et Odessa à partir du mois de novembre. Voilà, ça c'est la dernière analyse qui a été faite cette semaine. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, puisqu'on est là dans un brouillard de guerre complet de la part des Russes. Les 3 options sont sur la table. Donc là, on serait dans une hypothèse où la Russie prendrait non seulement le Donbass, mais tout le pourtour pour fermer l'accès de l'Ukraine, aussi bien de la mer d'Azov que de la mer Noire. Oui, et puis se régler d'un autre problème potentiel, la Transnistrie. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir un pont terrestre jusqu'à la Transnistrie, parce que les Russes ne sont pas bêtes. Ils savent qu'après l'Ukraine, l'OTAN garde une autre carte dans sa poche pour recréer une crise, si c'est nécessaire, dans la région, c'est la Transnistrie. Donc l'objectif, c'est pas seulement le prestige de prendre Odessa et tout ce qu'elle a dans l'imaginaire et la symbolique chez les Russes, c'est aussi de régler par la même occasion le problème de la Transnistrie en même temps qu'on règle le problème ukrainien. Alors si on revient à cet attentat contre le pont de Crimée le 8 octobre dernier, on a le sentiment qu'il a donné, et c'est un peu ce que vous nous expliquez finalement avec la ville de Kherson, un nouvel élan à ce conflit et une nouvelle phase dans la façon de faire, j'allais dire, militaire, dans le mode opératoire des Russes. Les Russes ont changé de méthode, c'est clair. Contrairement à ce que les gens refusent de voir, les Russes ont fait la guerre jusqu'à cette date-là avec une main dans le dos. Si on compare l'invasion de l'Ukraine à l'invasion de l'Irak, à l'invasion de la Libye ou à l'attaque contre la République de Serbie en 1999, on se rend compte que les Russes, alors oui, il y a eu des civils qui ont été tués dans des bombardements, oui, il y a eu des villes qui ont été donc détruites comme Mariupol, mais les Russes n'ont pas fait ce qu'ont fait les Américains et leur coalition jusqu'à maintenant. Donc ils ont fait la guerre avec une main dans le dos, c'est une expression qu'on emploie dans notre milieu. Depuis lundi, c'était le 10 octobre de mémoire, tout a changé quand les Russes ont dit maintenant on va faire la guerre
à plein pot et qu'on a eu cette pluie à la fois de missiles calibre et de drones qui s'abat sans arrêt, sans interruption, sur l'ensemble des infrastructures énergétiques, ferroviaires et militaires, mais dans l'arrière-front de l'armée ukrainienne, sans discontinuer. À tel point qu'aujourd'hui, vraisemblablement, donc là, à la fin de cette semaine, on aura quasiment 60% de l'infrastructure énergétique ukrainienne qui sera par terre. Voilà. Et durablement. C'est-à-dire sans capacité d'être réparée, parce que c'est une infrastructure qui a 40 ans d'âge, qui a été construite à l'époque soviétique. Les Ukrainiens n'ont jamais investi quoi que ce soit dans ce domaine, et donc là, pour les réparer, ça va prendre un temps absolument colossal, et ça tombe mal puisqu'on est à la veille de l'hiver, qu'on a besoin de cette électricité pour le chemin de fer. Enfin bref, c'est un changement radical de neutralisation dans la profondeur des infrastructures. On remarquera que, vu qu'on tape sur des infrastructures qui sont, on peut le constater dans nos propres villes, loin des centres-villes, on a peu de morts parmi la population civile. Il y en a, mais très peu, par rapport au nombre de missiles tirés et au nombre de drones engagés. Et que c'est probablement, comme souvent, le préalable à une attaque terrestre à un moment ou un autre. Ils ouvrent le terrain. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils neutralisent dans la profondeur le dispositif, les centres névralgiques de l'adversaire, pour ensuite pouvoir attaquer dans de meilleures conditions. Et ces cibles, évidemment, elles outrepassent de très loin le Donbass. Ah oui, c'est-à-dire que là, il faut aller taper très loin dans la profondeur vers l'ouest, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à Lviv, Jitomir, etc., dans l'ouest ukrainien, et bien sûr la capitale, puisque parmi les victimes civiles qui ont été dénombrées, on a des gens qui étaient dans la périphérie du quartier général de l'énergie ukrainienne, là où tout le réseau électrique est régulé. Bien sûr, quand les drones sont tombés sur ce bâtiment-là, il y avait des gens qui étaient autour, on parle de 2 morts, de quelques blessés, parce que là, il est en plein centre-ville, en plein milieu de l'agglomération, quoi. Alors, un changement de stratégie, on l'a dit, un changement d'armes aussi, vous l'avez évoqué, ces fameux drones. Oui. Si vous voulez bien vous arrêter dessus quelques minutes. Alors, on parle beaucoup dans ces médias, encore une fois, de drones iraniens. Ce sont les Shahed 136, que les Russes appellent Géranium 2, version française. On parle de munitions rôdeuses parce que c'est vrai qu'en évoquant les drones, en principe, on imagine quelque chose qui filme. Non, là, ce sont des drones kamikazes. C'est ça, ce sont des drones kamikazes dont l'objectif est de frapper une cible fixe, généralement. On peut essayer sur un bâtiment de guerre, mais ça va être compliqué. Enfin, c'est toujours envisageable, mais surtout des cibles terrestres fixes qu'on a repérées au préalable avec de l'imagerie satellite ou même avec des drones statiques qui, eux, servent à faire des photos. Et donc là, c'est surtout le rapport du coût du drone par rapport au matériel détruit, déjà, parce que les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, comme de n'importe quel État industriel, ça coûte très cher. Le drone, lui, coûte à peu près 20 000 $. Les moyens antiaériens qui sont mis en œuvre par l'Ukraine, le missile lui-même coûte très cher. Aujourd'hui, le différentiel, rien qu'entre les coûts de la défense antiaérienne ukrainienne qui ont été utilisés et les drones qui ont été perdus ou qui ont touché leur cible, c'est 10 millions de $ l'écart, en faveur des Russes. Bien sûr. Voilà. Et en sachant qu'on ne prend pas en compte dans le calcul le coût des infrastructures détruites. Détruites, bien sûr. On ne prend pas non plus en compte le fait que pour la première fois, la neutralisation d'un drone en l'air par la chasse ukrainienne a coûté un avion de chasse à l'Ukraine. Oui. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a eu un avion ukrainien qui a été détruit par les débris du drone qu'il venait d'abattre. C'est-à-dire que les débris... Puisqu'il est chargé en explosif. Voilà. Ah non, même pas. C'est que juste le débris. Les débris sont passés dans la turbine de l'avion. Ah, comme les oies. Oui. Voilà, exactement. Et donc, l'avion a été perdu. Alors, j'ai appris depuis cette histoire que le pilote avait eu le temps de s'éjecter et qu'il avait survécu. Mais l'avion qui coûte, lui, des millions de dollars a été perdu pour détruire un drone de 20 000 $. Voilà. Et surtout, les avions de chasse ukrainiens, il y en a peut-être encore 8 ou 9, peut-être 10 qui sont encore en état de voler. Donc en perdre un, donc en perdre un, c'est perdre un dixième de sa flotte. Énorme. Voilà, pour un drone que les Iraniens fournissent sans problème. Alors les Iraniens les fournissent pas ? Alors, les Russes et les Iraniens jouent sur les mots là-dessus. Est-ce qu'ils ont revendu la technologie et que les Russes les fabriquent sous licence ? Et donc ils n'y sont pour rien ? Voilà, ils n'y sont pour rien ou pas. Cette question pour moi, elle n'a pas d'intérêt à long terme. Est-ce que quelqu'un se souvient que les camions Opel Blitz de la Wehrmacht étaient des camions dont les licences avaient été vendues par Henry Ford par affection pour Adolf Hitler ?
tout le monde l'a oublié, sauf que c'était une réalité à l'époque. C'est toujours bien de le rappeler. Voilà, c'est ça, faut le rappeler. C'est-à-dire que tous les camions Opel Blitz de la Wehrmacht, c'était des camions américains au niveau de la licence, il y avait que ça qui changeait. Bon, bah là, ça doit être peut-être pareil. Je pense que la première vague avait vraiment été fournie par l'Iran directement. Et puis, on apprend aussi aujourd'hui, en distinguant sur les vidéos ce qui se passe, que les drones Shahed iraniens sont entre guillemets réservés aux cibles d'infrastructures, mais que les Russes utilisent leurs propres drones Lancet pour taper tout ce qui est infrastructure militaire, et notamment les radars de veille antiaérienne et les lanceurs S-300 antiaériens ukrainiens. Et ils ont poussé le vice à avoir des drones statiques d'observation au-dessus des cibles, alors que les Lancet, les drones kamikazes, viennent les frapper. C'est assez impressionnant. Ils filment la scène, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils filment la scène et ils font des montages où on voit la caméra dans le drone qui continue de tourner jusqu'à ce qu'elle touche l'impact. Et on a un autre point de vue qui est juste au-dessus de la cible et qui la filme. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a des images des attaques de Géranium 2. Ouais. C'est ça. Qui sont d'ailleurs très petits, on ne l'a pas évoqué, mais ils sont très faciles à transporter aussi. Ah oui. Et ils sont tirés en essaim. Il faut préciser qu'à l'inverse des Lancet russes, qui eux sont du 1 pour 1, une cible, un drone kamikaze, là vraisemblablement on en envoie plusieurs parce qu'on se dit, bon bah voilà, avec les systèmes antiaériens on peut peut-être en perdre. Ça a été le cas, il y en a qui ont été abattus. Les Ukrainiens ont donné des chiffres, les Russes... Pour ce prix-là, on ne se prive pas, je l'ai dit. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, s'il y en a 5 de lancés sur une cible, généralement, il y en a au moins 1 ou 2 qui l'atteint, même si les autres finissent au tapis sous les coups de la DCA. Alors, parmi les changements de stratégie, on a également vu un changement de patron des forces armées russes, oui. Le fameux général Sorokin, qui a été renommé... Le général Armageddon. Oui. J'ai lu également dans la presse, relayée par l'excellent magazine L'Express, LOL, le général Mark Hertling, un ancien de l'US Army, qui parlait donc de Sorovikin comme un de boucher de Syrie et qui a déclaré que l'unique compétence de l'armée de Poutine, c'était de tuer des civils. Fin de citation. Oui, bon, bah voilà, c'est de la propagande qu'on pourrait retourner. On aurait pu aller le chercher moins loin que dans l'armée américaine. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure sur la guerre urbaine, dès qu'on fait une guerre urbaine, ça va pas du tout être propre. Les Américains n'ont aucune leçon à donner à personne sur cette question. Hein, donc, c'est toujours très, très drôle de faire des bons mots dans la presse, mais enfin, la réalité, elle est beaucoup plus triste. On se rappelle Bagdad. Oui, voilà, on se rappelle Bagdad, on se rappelle Sarajevo, enfin pas Sarajevo, Belgrade, hein, les bombes Absolument. Qui sont tombées sur Belgrade, sur la télévision, sur l'ambassade de Chine. On ne sait toujours pas pourquoi c'était une cible de l'OTAN à l'époque. Voilà. Donc, quand on a fait ce genre de choses, on reste un petit peu dans la réserve plutôt que d'essayer de pointer les autres du doigt. Parce que pour le moment, pour reprendre les mots de Vladimir Poutine, on n'a encore rien vu. Hein, c'est-à-dire que, voilà, à part ces drones, effectivement, le général Sorokin a pris ses quartiers à la tête de l'opération spéciale. Il a décidé qu'il allait mener une guerre totale, hein, qu'il ne ferait plus donc la guerre avec une main dans le dos. On voit néanmoins qu'il n'y a pas une augmentation monumentale des destructions d'infrastructures civiles. Il n'y a pas d'hôpitaux qui ont été détruits, il n'y a pas de stations de pompage de l'eau ou ce genre de choses, même si elles peuvent être impactées par les problèmes électriques. Et il n'y a pas 150 morts par jour dans la population civile ukrainienne depuis le 10 octobre. Donc tout ça, c'est de la surenchère. C'est aussi de la surenchère. Son surnom d'Armageddon, c'est parce qu'on essaye de nous vendre l'idée que les Russes n'ont plus que l'option nucléaire sur la table, etc. Absolument. Bon, voilà, c'est beaucoup de mots et pour le moment, il n'y a rien à Pour le moment, dans l'histoire, c'est pas les Russes qui l'ont utilisé encore. Voilà, oui, c'est toujours pas les Russes qui l'ont utilisé, en plus de ça. Selon vous, on a beaucoup parlé des journalistes, on a beaucoup parlé de propagande, on a beaucoup parlé de propagande de guerre. Selon vous, est-ce que vous diriez aujourd'hui que dans un système où tout est médiatisé, où l'information va très vite, finalement, l'information, la propagande de guerre, c'est une arme de guerre comme les autres ? C'est juste les formes qui ont changé et l'immédiateté. Moi qui étudie beaucoup les deux conflits mondiaux, la guerre du Vietnam, etc., on voit déjà
tous les ingrédients sont à la manœuvre depuis le début du XXe siècle et même avant. Au cours des aventures coloniales au XIXe, les grands journaux anglais, français étaient à la manœuvre à leur place et avec leurs moyens de l'époque. Aujourd'hui, ce qui change, ça va être Telegram, ça va être l'immédiateté. D'ailleurs, on peut penser que la loi martiale qui a été décrétée va réduire aussi les diffusions côté russe de certaines vidéos. On a vu les journalistes prendre une énorme soufflante du côté russe sur la diffusion de certaines images qui n'auraient pas dû diffuser sur Telegram. Donc je pense que là, va y avoir une régulation et on verra probablement moins d'images qu'on en a vu jusqu'à maintenant. Mais c'est l'immédiateté, c'est l'instantanéité qui fait la différence aujourd'hui. Mais sinon, on est toujours dans des réflexes de propagande qui sont à peu près les mêmes. Simplement, du côté occidental aujourd'hui, on assiste à une surenchère qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque de la guerre froide, même, comme disait M. Biden, aux pires heures de la crise de Cuba dans les années 60, on n'était pas arrivé à ce caractère complètement paroxystique et délirant finalement. Hystérique. Et hystérique. On avait encore l'idée qu'il fallait un minimum se respecter, que l'autre avait encore sa part d'humanité. Moi qui viens de travailler sur un ouvrage à apparaître sur une grande unité de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale qui n'a combattu que sur le front de l'Est, je peux dire que je n'ai rien trouvé dans des archives de 1942 à 1945 où on voit les Allemands laisser passer dans leur compte-rendu d'état-major des appréciations qualitatives à l'égard des Russes du niveau de celles qu'on entend aujourd'hui. Je n'en vois même quasiment pas, c'est-à-dire qu'on voit que les Allemands respectent finalement le soldat soviétique, fût-il donc communiste. Et vice-versa, sans doute. Et oui, et vice-versa. Alors que là, on est tombé dans quelque chose qui est, oui, de l'ordre de l'hystérie. Et qui est très grave parce que, au-delà de l'hystérie qui en tant que telle n'est pas souhaitable, c'est qu'elle aveugle d'un point de vue de l'analyse militaire. C'est-à-dire que plus personne ne veut regarder que les Russes, leur armée n'est pas débandée, leurs forces militaires ne sont pas exsangues, et que le retour de bâton qui risque d'arriver dans les prochaines semaines va probablement être très douloureux pour certains. Voilà, et alors justement, pour conclure, j'aimerais reprendre un terme que m'a expliqué à plusieurs reprises Richard Labévière, qui est un journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Il parlait de la guerre en Syrie comme d'une guerre civilo-globale. On se rend compte que le conflit syrien n'est toujours pas terminé. Oui. Ce conflit en Ukraine va-t-il se terminer un jour ? Je pense que pour des raisons politiques internes à la Russie, que tout le monde laisse sur le côté pour le moment, il doit être réglé l'année prochaine. Le mandat de Vladimir Poutine expire l'année suivante. Il ne peut pas quitter le pouvoir avec l'abcès ukrainien sur son flanc. Il faut que le problème ukrainien et le conflit soient réglés l'année prochaine. Et il sera réglé, il faut être clair, aux conditions de la Russie et de la Russie toute seule. Parce que là, les Occidentaux, en jouant le jeu qu'ils ont joué, y compris avec l'hystérie, à moins d'un basculement lors des midterms dans un mois, enfin moins d'un mois, les Russes régleront la question ukrainienne seuls. Peut-être avec éventuellement la Turquie comme intermédiaire, ou peut-être même encore le gouvernement israélien jouera-t-il un rôle. Mais en tout cas, les Occidentaux seront sur le pas de la porte de ce règlement. Ça, il faut être clair. Lavrov parle aujourd'hui de réduire la surface diplomatique russe en Occident, de fermer des consulats, parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de nous, puisque nous avons décrété qu'ils étaient le mal absolu. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Sylvain Ferreira, pour cet exposé très précis. Je rappelle à nos téléspectateurs votre ouvrage « La bataille de Marioupol » du 25 février au 20 mai 2022. C'est aux éditions Caractère. Vous pouvez bien entendu le trouver dès à présent sur la boutique de TVL, tvl.fr. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de partager cette émission, de laisser vos commentaires. Je ne doute pas qu'il y en aura. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.